Alors pour cet après-midi, notre premier invité cet après-midi a été conseiller municipal de Hull. Il a mis en place le comité du patrimoine de Hull et participé à la fondation du Centre régional d'archives de l'Outaouais, qu'il a présidé pendant 20 ans, pour ensuite fonder la revue Hier encore. Auteur prolifique, il publiera bientôt son 13e livre. Un habitué des rencontres, il en est à sa 4e participation, sa 2e comme conférencier, et il nous propose aujourd'hui de redécouvrir l'histoire d'une partie méconnue de Hull, le lac Flora. Accueillons ensemble maintenant M. Raymond Ouimet. Ah, je ne sais pas la manette. Bonjour. Bonjour. Bon, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous connaissent peut-être pas le Parc Fontaine. Il est situé dans l'île de Hull, entre les rues Papineau, Hélène Duval, Charlevoix, Laval, Bruyères et Kent. Alors, plusieurs d'entre vous passez peut-être par là régulièrement. Et peu de gens savent qu'autrefois, c'était un étang qu'on a appelé un peu, en exagérant un petit peu, lac. C'était plus un étang qu'un lac. C'est quand même un espace de 4,85 hectares. C'est sans doute l'un des très beaux parcs de la ville de Gatineau et qui autrefois s'appelait le lac Flora. Pourquoi Flora? Ben, selon la CCN, c'est à cause des fleurs qui poussent alentour du lac. Là, on se demande pourquoi à ce moment-là, la rivière des Outaouais n'a pas été appelée la rivière Flora. Mais en fait, c'est probablement plutôt en l'honneur de Flora Morrison, qui était la bru de Philemon Wright. En fait, c'est ce que je pense, et plusieurs historiens, on arrive aussi à la même conclusion. Donc, est-ce qu'on a une projection? Ah ben oui. Donc, vous voyez là le lac Flora, une carte de 1887, qui était un peu plus grand que le parc actuel et qui va créer de nombreux problèmes, les inondations, entre autres. À la fin du 19e siècle, on a commencé à construire tout autour du lac. Et au printemps, le lac, l'étang, en fait, va déborder souvent. Et va donc inonder aussi les propriétés. Mais ce ne sont pas des eaux saines, hein? C'est de l'eau tranquille. Pestilentiel, c'est pas profond, c'est pas du tout profond. Il y a eu des périodes où il va y avoir jusqu'à 4 mètres d'eau, mais il y a des périodes, 1897, il y en a 60 cm. Par contre, il y a toujours eu beaucoup de vases, entre 10, 11 et 3 mètres de vases sous l'eau. Ça vous donne une petite idée de ce que c'était. Comme ça crée beaucoup de difficultés, on va penser à un moment donné à le vider. Mais avant, il sert quand même à toutes sortes de choses. Les gens vont se promener en chaloupe dessus. On va aussi faire des courses de chevaux sur la glace l'hiver. Puis, comme je vous disais, c'est des eaux pestilentielles, on va aussi beaucoup s'en servir comme dépotoir. Vous savez que quand on jette quelque chose à l'eau, on ne la voit plus, la chose qu'on a jetée. Hein? C'est un des problèmes qu'on a, c'est comme ça qu'on pollue les cours d'eau. Et on l'a fait tellement dans le lac Flora qu'il y a nommé Foucault, qui était chargé par la ville, contre rémunération, de ramasser les détritus dans la ville. Alors, je ne sais pas s'il n'était pas assez payé ou s'il était paresseux, il allait vider ça dans le lac Flora. Ça vous donne une petite idée de ce que ça pouvait puer. On va construire d'ailleurs sur le bord du lac des fours à chaud en 1898. C'est la famille Wright. Et soit dit en passant, vous savez que les bâtiments patrimoniaux à Hull ont eu beaucoup la vie dure, mais juste sur le coin de la rue Charlevoix et de la rue Hélène Duval, il y a l'ancien bureau des Wright qui date de cette époque-là et qui, comme par hasard, a échappé au feu puis à la destruction des humains.
C'est assez rare. Donc, je vous dis, le lac souvent sort de son lit. Et comme les eaux sont extrêmement polluées, il va y avoir en 1905 une épidémie de choléra des enfants dans le Vieux-Hall. On va blâmer ça d'ailleurs sur les eaux pestilentielles du lac Flora. En 1913, il est reconnu par la ville comme étant un dépotoir. On a tellement abaissé l'eau du lac que ça devient un marécage. Et ça pue. Donc, ça devient un dépotoir et on va penser, à un moment donné, à faire des projets de construction, dont une gare. Parce que les plus vieux se souviendront qu'il y avait le train qui passait au cœur de l'île de Hull, venant du pont interprovincial. Et on avait pensé construire une gare dans le terrain du lac une fois qu'on eut rempli le lac de déchets. On déverse aussi les égouts dans le lac. Il est assez intéressant d'apprendre qu'au coin des rues Hélène-le-Duc et Frontenac, il y avait en haut là une porcherie. Et le lisier de la porcherie descendait la côte de la rue Hélène-Duval et s'en allait où, vous pensez? Dans le lac. On va donc arriver à assécher totalement le lac après avoir construit un égout d'évacuation des eaux du lac que vous voyez là qui prend une bonne partie de la rue Bruyère, Champlain, près de Verdun, ou Saint-Étienne-Verdun. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand la rivière gonfle au printemps, les eaux de la rivière sont plus élevées que l'eau du lac. Ce qui fait qu'au lieu de vider le lac, on le réemplit à nouveau. Je ne sais pas s'il y avait un service d'urbanisme à ce moment-là. C'est bien possible, hein? Donc, on va vider totalement le lac, 1917, puis ensuite, on va plus tard, après qu'il ait été asséché, on va le remplir. Et il faut que je vous montre quand même ce que ça peut avoir l'air. Ça, ces deux personnages-là que vous voyez, ils sont dos à la rue Papineau. À l'époque, ça s'appelait la rue Wall. Alors là, vous voyez derrière eux, là, c'est des quenouilles. Fait que c'est ça qui était devenu le lac, un endroit, un vrai marécage servant de dépotoir. Donc, on veut faire quelque chose avec ça. Il y a toutes sortes de projets qu'on va développer qui iront pas loin. Et finalement, on va faire, comme c'était l'habitude à Hull, faire appel à la commission d'embellissement du fédéral. La commission d'embellissement du fédéral, c'est l'ancêtre de la commission du district fédéral qui est devenue la commission de la capitale nationale. On est chanceux, nous, au Québec, on a 2 capitales nationales. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc, on va commencer, on fait des pressions auprès de la commission d'embellissement fédéral. On va obtenir l'appui du club Kiwanis. Et finalement, le fédéral va s'embarquer là-dedans. On va faire des évaluations de travaux en 1926. Puis en 1927, on va finir les travaux de remplissage de l'ancien lac avec de la terre et de la sciure de bois. De la sciure de bois, chez nous, ça manquait pas, hein? La EBD, la Gilmore et Newson, et ces gens-là, ils en produisaient tellement de sciure de bois qu'on isolait les maisons avec de la sciure de bois. Ça flambait bien. De 1929 à 1931, on va faire donc l'aménagement d'un parc. Et le parc, son ouverture va se faire officiellement en 19 septembre 1929. Là, vous voyez le parc en 1931. Il y a encore des travaux d'aménagement qui ne sont pas encore terminés. Dans le fond, le gros immeuble que vous voyez, c'est l'ancien collège Cauvin, sur le boulevard des Alimetières, à l'époque, la rue Saint-Laurent. Mais on voit dans le fin fond, là-bas, une cheminée. C'est la cheminée de la Canada Ciment. Là, on est au coin de la rue Papineau et Kent. Et au centre, vous voyez des petits arbres qui sont là, qu'on va être obligé d'entourer à un moment donné de clôture. Parce que c'est un endroit où le terrain continuait à rester mou et à s'affaisser.
Au point où, pendant des tempêtes, il arrivait que des arbres disparaissent. Des gros arbres disparaissent tout à coup dans le fond du parc. Rapidement, le parc va dire « Ah, j'ai des problèmes, moi aussi, que la machine. » Ben tiens donc, il faut changer de direction. En 1933, il a nommé Léo Gratton. L'un, entre autres, je pense, qui était fondateur du Hall volant, qui va construire à cet endroit-là une patinoire avec des bâtiments qui est appelé pompeusement le Stadium Gratton. Et là, il va y avoir beaucoup d'événements, le hockey l'hiver, mais l'été, il va y avoir des tombolas, toutes sortes de rassemblements, combats de boxe qui vont réunir beaucoup de monde. Ça bougeait beaucoup, hein? Les gens sortaient. Puis en 1936, on va changer le nom, on va enlever le nom de Flora. Il faut dire que depuis 1916, il y a beaucoup de politiciens qui travaillent à franciser la ville. Et donc, on va donner le choix aux gens entre le Fontaine, en l'honneur de Joseph-Éloi Fontaine, qui a été député, qui était médecin et qui apparemment était beaucoup aimé par la population, et Jacques Cartier. Finalement, la ville va se diviser entre deux camps et pour le parc Fontaine, on va décider de l'appeler Fontaine et Jacques Cartier va être donné au parc actuel Jacques Cartier. En 1936, il faut savoir que la Gilmore et Newson, il y avait une scierie là-bas au bout du parc Jacques Cartier et était disparue, elle avait fait faillite, banqueroute. En 1942, on sait que dans les fins des années 30, on va fonder au Québec l'œuvre des terrains de jeu. Je pense que juste les plus vieux d'entre nous qui s'en souviennent de ça. L'œuvre de terrain de jeu, c'était, en tout cas à Hull, c'était une alliance entre l'Église et la ville. Et ça, c'était pour occuper les jeunes dévoyés pendant les vacances d'été. On voulait que les jeunes des quartiers populaires aient accès à une certaine culture et sociabilisation entre eux. Donc, on va fonder l'œuvre des terrains de jeu, puis au Parc Fontaine, ce sont les Oblats de Marie-Immaculée qui vont s'occuper du Parc Fontaine et qui vont nommer, ils vont aller chercher des moniteurs et des monitrices. On les appelait comme ça. Aujourd'hui, on les appelle les animateurs, les animatrices, dans des camps de jour. Nous, on n'avait pas de camp de jour, on avait l'œuvre des terrains de jeu, qu'on appelait généralement l'OTJ. Imaginez qu'en 1942, au Parc Fontaine, on va recevoir 1800 enfants. C'est pas l'île de Hull d'aujourd'hui, là. Hein? À cette époque-là, l'île de Hull a à peu près 25 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a à peu près 10 000. Il faut dire qu'on a mis à peu près 8 000 à la porte, hein? Comme ça, dans les années 70. 1943, avec les gens du quartier, on est encore très croyants à cette époque-là. On va installer une statue de la Vierge. Il ne faut pas oublier que les Oblats, c'était les Oblats de Marie-Immaculée. Donc, vous voyez le lien avec la Vierge. En 1947, on va déjà projeter l'agrandissement du parc. En fait, on voulait en faire une espèce de lunapark. Et ça ne marchera pas. Puis, va se fonder aussi à cette époque-là, c'est la fondation de la Ligue commerciale de Balmol. Il faut savoir que la Ligue commerciale de Balmol, on jouait à la balle rapide, fastball en anglais. Et c'était extrêmement populaire. Pas rare les foules de 3000 personnes qui allaient voir les parties de balle où les joueurs, selon les règlements, ne pouvaient pas être payés. Et je peux vous dire que les équipes ulloises étaient reconnues parmi les meilleures, non seulement au Canada, mais en Amérique du Nord. Ils ont gagné des tournois un peu partout. Je pense au Hall volant, je pense au Lambert, au Stade Ullois, au Courval. Enfin, on peut en nommer plusieurs. Je vous disais, ils ne devaient pas être payés, mais apparemment que les gens de l'équipe Lambert, qu'on appelait les gros jambons, parce que M. Lambert était boucher, mais il payait ses joueurs en dessous de la table avec des steaks. Autre époque, autre temps, autre mœurs. Je suis dans les temps, là. Là, vous voyez ce que c'était. Vous voyez le rond de la patinoire. Ça, c'était le stade Gratton.
Ça va être démoli dans les années 1950. C'était très important. Les gens payaient pour pouvoir entrer là. Il y a eu des constructions aussi de glissades, etc., dans le parc. Et ce parc-là va être rénové au début des années 50. En fait, s'est détérioré assez rapidement, le parc, parce qu'il était mal entretenu. Il va donc, en 1950-52, on va réaménager le parc. J'ai une photo, c'est plus près, là, vous voyez le stade Graton de proche, là, ici. À gauche, vous voyez des haut-parleurs sur un bâtiment. Et plus loin, on voit le bâtiment le plus haut, une glacière. Et on voit quand même beaucoup de gens. Et la patinoire, il y a la patineuse qui est là sur le parc, dans le lac, sur la patinoire, c'est Pierrette Paquin. Elle était la fille de Paquin, qui était propriétaire des cinémas à Hall. C'était une très bonne patineuse. Trouver des photos de l'œuvre des terrains de jeu. On vient d'ailleurs de revoir tout le fonds de Roger de Poirier à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ces photos-là viennent du fonds de Roger Poirier. On est au début des années 50, où l'OTJ s'occupe des jeunes. Le bâtiment à gauche que vous voyez au-dessus des jeunes, c'était une marquise. On n'avait pas encore de piscine. On va donc creuser dans le parc Fontaine une barboteuse qui va avoir beaucoup de succès dans le coin parce que tout le monde n'a pas encore l'eau courante dans l'île de Hall au début des années 50. Et je peux même vous dire que sur la rue Charlevoix, il y a encore, en 1952, une maison dont les toilettes sont dehors. Je ne vous dis pas à quelle place où les choses se rendaient. 1949-1961, à deux reprises, il va y avoir des tempêtes. Et les arbres dans le parc vont s'enfoncer, vont disparaître. Là, on parle de peupliers là, qui ont quelque chose comme 40-45 pieds de haut. Ça me donne une petite idée de l'état du sol du parc Fontaine. 1952, travaux d'embellissement. 1963, c'est le retour du lac. Au cours d'une tempête, il va tomber tellement d'eau que le lac va réapparaître. Et réapparaître au point où il y a des gens qui vont se promener en canot sur le lac. 65-67, on va démanteler la voie ferrée qui passait à travers l'île de Hall. Et toute la terre qu'il y avait là, qui était polluée au maximum. Il y a eu les trains au charbon, il y a eu les locomotives diesel, et il faut voir comment était la voie ferrée, toute l'huile qu'il y avait sur ça. Moi, on ne se cassait pas la tête avec ça. On va tout démanteler ça, et toute la butte de terre qu'il y avait entre donc la rue Laurier et passé Saint-Étienne, la rue Falardeau, je pense. Toute la butte de terre, on va aller mettre ça dans le parc Fontaine, parce que le parc Fontaine avait tendance constamment à s'affaisser. Et donc, si on veut faire une enquête sur la pollution dans le coin, allez dans le parc, vous allez trouver tout de suite des résultats. Là, on voit une photo que j'ai trouvée au journal Le Droit d'un monsieur avec son enfant qui se promène dans le lac Fontaine à cette époque-là. Évidemment, c'est un des problèmes qu'on a en région. Il suffit de regarder le pont. J'ai remarqué que les gens l'appelaient de plus en plus le pont Eiffel, le pont de la rue Montcalm. On a donc de la difficulté à entretenir nos choses. Et c'était comme ça au Parc Fontaine. À la fin des années 60, là, c'est devenu presque un terrain vague, tellement par manque tout simplement d'entretien. Et ensuite, il y a un député qui commence à avoir de la difficulté, mais il ne s'en rend pas compte, qui s'appelle Oswald Parent. Ça vous dit peut-être quelque chose, qui a été 20 ans député. Il était pas mal coupé du monde en 72, qui lui a décidé, on va exproprier les maisons autour du parc parce qu'on va agrandir le parc. L'idée de 1947, il l'a pris à son. Et là, les gens vont réagir. Il va se faire un comité de citoyens qui va se mettre sur pied pour aménager le parc selon les besoins des citoyens et non selon le besoin du député. Il y a eu pas mal d'engueulades entre les citoyens et le député. Et chose étonnante, à cette époque-là, il y a le maire Rochelot qui va se ranger du côté des citoyens. Et on sait ce qui va arriver à Oswald Parent en 1976. Il va être battu aux élections. Et d'ailleurs, il n'en revenait pas lui-même d'être battu.
Donc, Victoire des citoyens en 78, qui a participé beaucoup à la défaite d'Oswald Parent. Et en 78-82, on va réaménager le parc tel qu'il est aujourd'hui. Mais sur ça, il faut que je présente une anecdote. Parce qu'ils sont impayables au service d'urbanisme. Hein. Au service d'urbanisme, on a donc décidé en 78 de dire « Hey, on va mettre une fontaine dans le parc. » Quand on a rempli le parc, là, dans les années 60, on avait construit des radiers pour empêcher le parc de continuer à s'enfoncer. Et là, on avertit la ville, nous. On dit, vous ne pouvez pas faire ça, ça n'a pas de bon sens. Vous allez crever le radier, etc. Ah non, on sait ce qu'on fait, etc. Fait qu'on va amener une pelle mécanique au centre du parc. Et là, on va se mettre à creuser. Et qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? On va crever le radier et là, toute la phase! À ne pas construire de fontaine dans le parc Fontaine. Donc, le parc est réaménagé de 1978 à 1982 pour en faire un très, très, très beau parc. Mais étonnamment, au service d'urbanisme, on est toujours sur la même question. En 2023, on a quand même proposé d'agrandir de nouveau le parc et d'exproprier des maisons rue Charlevoix. Heureusement, il y a des gens, il y a des politiciens qui ont la tête bien ancrée dans le quartier, qui ont réussi, qui ont bloqué ça. Tout ça pour vous dire que l'histoire, au niveau du parc Fontaine, elle se répète depuis longtemps. Et s'il y a des gens du service d'urbanisme ici, je sais qu'il y a au moins une politicienne, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, il y en a deux, effectivement. Oubliez pas ce qu'il y a dans le fond de ce parc-là. Voilà, c'est un petit peu l'histoire du parc Fontaine sur laquelle je travaille depuis des années. Là, j'ai vraiment coupé. Là, il y a toutes sortes de choses qui s'est passées là. Merci.